Le 29 avril 1933 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Le testament du docteur Mabuse, texte intégral. Aussi longtemps que M. Fritz Lang préférera à tout autre les scénarios de Mme Thea von Harbou, ces films ressembleront à de puissants organismes sabotés au dernier instant par leurs créateurs, quand ils ne feront pas assez misérablement long feu. On répète cela depuis la creuse anticipation, les enfantillages sociologiques de Métropolis. Il fallut voir, avec La femme dans la lune, de brèves mémoires, heureusement, ce que laissa l'impitoyable Madame von Harbou de la plus divertissante, la plus capricieuse des rêveries scientifiques. Madame Thea von Harbou est peut-être parée de nombreuses qualités morales et physiques, mais c'est indubitablement, dans l'exercice de la littérature, le type le plus coriace du bas bleu. Ne comprenant rien à rien, et surtout à ce qui serait sa tâche la plus précise, la confection d'une histoire prête pour le découpage. Considérant tout avec un sérieux imperturbable, et n'oubliant jamais de nous faire savoir par l'écran le tréfonds de sa propre conception du monde. Le rôle de cette dangereuse collaboratrice avait été réduit dans M. le Maudit, documentaire du meurtre, qui est aussi le meilleur film de M. Fritz Lang à ce jour. Elle avait dû se contenter d'une tirade finale, du reste copieuse, sur l'âme et le sort des criminels. Une espèce de tartine de Lombroso mal cuit. Elle se rattrape largement avec Le testament du docteur Mabuse, où il s'agissait de remettre à neuf un film muet, très usagé et oublié. Sa prétentieuse et jacassante nullité y sévit sous toutes ses formes. Faite pour le roman, le récit, comme une économe de pensionnat, elle excelle dans l'irrémédiable embrouillamini. Elle oublie les chevilles essentielles, mais frappe 30 fois sur le même clou. Elle ménage amoureusement de grands déserts oratoires, où vont gesticuler ses prophètes en transe, si bien que tout ce qui se passe devient à la fois puéril et compliqué, comme un rêve de maniaque nègre. Un policier évoqué découvre dans un lieu assez mal défini, usine ou imprimerie, une mystérieuse machination. Il devient fou et on l'enlève dans l'obscurité au moment où il va tout révéler. Un savant aliéniste étudie le cas du docteur Mabuse, autre fou soigné dans sa clinique, et qui compose une féroce élucubration. La régénération de l'humanité par la terreur, par le revolver, la bombe, l'incendie, le crime, le pillage inexpliqué. Une association de bandits travaille systématiquement à des attentats analogues, sous la direction d'un chef invisible qui leur parle derrière un rideau. Un collègue du professeur ayant mis la main sur l'effrayant journal de Mabuse, une des cellules de l'organisation reçoit l'ordre de l'exécuter et s'en acquitte très proprement. Il paraît que le docteur Mabuse possédait naguère un grand pouvoir d'hypnotisme. L'exercerait-il toujours à travers les murs de son cabanon? Mais voilà qu'il meurt. Un jovial commissaire de police découvre à cet instant qu'il était un malfaiteur banal. Il va s'en offrir au professeur qui plaide farouchement pour son défunt patient. C'était un cerveau formidable. Il détenait le grand secret. Il aurait pu tirer de la boue cette société pourrie. Grand air orchestré par le scénariste avec sa discrétion accoutumée. Le corps astral de feu Mabuse dégoise à son tour puis passe dans la peau du professeur. Mais ce ton hoffmanesque est fatigant à soutenir. Peut-être le professeur a-t-il eu tout simplement la cervelle dérangée par l'étude de son malade. Cela n'importe d'ailleurs plus guère. Après des incidentes oiseuses, une juxtaposition maladroite du fantastique et du réalisme, la narratrice décide de finir dans un roman policier de tout repos.
Un assassin de la bande infernale, converti par sa maîtresse, met le bon commissaire sur la piste du professeur, après avoir découvert qu'il n'y avait qu'une silhouette de carton et un haut-parleur derrière le rideau de la salle des conseils. Une usine saute encore, mais le professeur est pris en chasse. Il se réfugie dans son asile, fou allié, tandis que le policier du début recouvre la raison. La justice des hommes n'a rien à faire ici, déclare le commissaire. Nous non plus. Il est regrettable qu'on ne nous l'ait pas dit plus tôt. Pour comble de disgrâce, l'interprétation française de ce dernier film, la seule qui nous soit permis de connaître, est détestable, sauf M. Jim Gérald et M. Mandaille. Encore n'y faudrait-il pas regarder de trop près. Les comédiens, déjà d'un talent médiocre, sont encore dépaysés par les germanismes du sujet. De longtemps, on n'avait rien vu d'aussi mal joué. De tels tares n'arrivent pourtant pas à nous dissimuler que M. Fritz Lang reste un des 8 ou 10 hommes d'Europe qui soient à leur place naturelle dans le cinéma. Un véritable visuel, parfois même un visionnaire. C'est un admirable praticien pour tout ce qui est le propre de la mise en scène. Choix et utilisation des décors, création d'une atmosphère, reconstitution d'un événement précis. Jusque dans cette inepte Mabuse, on découvre d'excellents exemples de son style minutieux et cependant emporté. Les scènes du début, l'explosion, le conseil des bandits, surtout le siège désespéré qu'ils soutiennent dans un appartement bourgeois contre la police. Pour le mouvement, la vérité du cadre, la rapide acuité des innombrables notations et cette espèce de lyrisme du revolver, cela vaut les meilleurs tableaux des Russes et des Américains, avec une note âpre et sombre qui n'appartient qu'à Fritz Lang, surtout depuis qu'il a renoncé à son facile modernisme. Bien entendu, dès qu'il faut expliquer, si l'on peut dire, le cas du professeur et du docteur Dément, ce qui occupe les 2/3 du film, toutes les qualités de Fritz Lang demeurent vaines. S'il savait aussi bien choisir dans le domaine des idées que dans celui des images, s'il savait se limiter et surtout évincer son habituelle collaboratrice, Fritz Lang atteindrait sans effort et dans chacun de ses ouvrages un réalisme épique. Hélas, il a épousé Madame Thea von Harbou.